Je me suis, David Lanzmann, je suis réalisateur, j'ai 46 ans, je crois bien. J'ai fait 5 courts-métrages dès l'âge de 19 ans sans faire d'études, dont un moyen métrage qui s'appelait «Les chaussettes sales», qui avait vraiment fait le tour du monde, qui avait été, aux Oscars, qui avait eu beaucoup de prix, le Prix Prisky et cetera. J'ai fait un long métrage, que j'ai produit tout seul, donc qui a été vu, mais qui était vraiment transversal. À la différence là, c'est que j'ai un producteur, Julien Madon, qui est donc qui est donc dans le système. Moi, j'avais fait un film, totalement en dehors du système, mais quand même qui avait été pris à l'acide, voilà, qui est un film qui est introuvable, puisque j'avais décidé de ne pas le vendre à l'époque en DVD, en me disant: «J'attendrai d'être connu pour le vendre au prix où il se doit». Donc pour l'instant, si vous voulez voir du WAP, bah, il faut m'appeler et je vous en ferai une copie directement. Voilà, mais c'est un film que j'aime beaucoup et qui m'a permis, bah, de me lancer dans le long métrage et après j'ai eu, bah, malheureusement, contre toute attente, je ne m'y attendais pas, mais j'ai mis beaucoup de temps à faire ce deuxième film, beaucoup trop, je sais pas, enfin en tout cas, on en est là aujourd'hui, je suis ravi de l'avoir fait, mais heu, le début, on va dire, de ma vie de cinéaste a été très rapide et puis il y a eu ce long moment, où j'ai fait beaucoup de choses, mais j'ai eu beaucoup de projets qui n'ont pas abouti et j'ai appris, la phrase que m'avait dite à l'époque mon attaché de presse, Michel Bernstein, je ne sais pas si vous le connaissez? Michel Bernstein de C'est Bossa Nova, qui m'avait dit: «David, ce qui est normal, c'est de ne pas faire des films. Ce qui est pas normal, c'est d'en faire». Et j'avais pas compris, mais maintenant je comprends. Donc en effet, c'est très dur de faire un film et je suis ravi d'avoir fait ce deuxième film là maintenant. J'en ai d'autres qui sont écrits parce que forcément j'ai eu beaucoup le temps d'écrire et puis voilà, c'est un métier de maturité et finalement je me rends compte que j'avais été très gâté entre l'âge de 20 et 30 ans de pouvoir enchaîner assez facilement des courts métrages et cetera, un long métrage. Donc voilà, c'est donc, mon deuxième film, qui a mis très longtemps à aboutir, qui a été écrit il y a longtemps, que j'ai retravaillé, qui a eu d'autres producteurs, d'autres castings. Donc c'est un film qui est un peu rescapé quoi, qui vient de très loin en fait, sur un sujet très moderne, mais qui quand j'ai commencé à l'écrire avec Miguel Fitoussi, puisqu'on l'a écrit à 2, on avait commencé à l'écrire en 2008, je crois, et sur quelque chose qui nous paraissait très neuf, enfin on en parlera après, la prostitution étudiante et cetera et qui maintenant est complètement rentré dans les mœurs. Et je crois que le film garde sa modernité, voilà et c'est pour ça que je ne l'ai jamais lâché finalement, malgré la difficulté à le faire. On rêve, beaucoup, hein, ça aide, et puis, moi j'ai beaucoup travaillé, j'ai écrit beaucoup de scénarios, j'ai toujours cru énormément en moi, ça bon, je cache pas que ça voilà, il y a des moments où ça sauve, mais c'est un peu à la vie et à la mort, hein, ce métier, donc c'est-à-dire que si je le fais pas, oui, je peux faire autre chose, je suis pas bête, mais je serais malheureux, donc c'est vrai que, comme je dis, j'ai fait très rapidement, j'ai fait un premier court métrage à 19 ans, j'ai été acheté, sur France 2, j'ai eu des prix. Ça a été assez facile au début et donc j'ai pas vu venir la difficulté, mais je crois que quand on réussit un peu jeune, je suis pas sûr que ce soit un cadeau, en fait et finalement, le temps que j'ai pris là à faire le deuxième, je pense qu'il est normal. C'est juste c'était un peu trop long. Voilà, je préf le il faut que le prochain soit plus court. Mais on met toujours 2, 3 ans minimum à refaire un film, sauf que moi, j'en ai même pas mis 3, j'en ai mis 10. Mais pendant ces 10 ans, j'en ai écrit 4. J'en ai 2 que j'ai mis en production, dont un film avec Tonino Benacquista, qui avait écrit pour Jacques Audiard, qui était un roman dont j'avais pris les droits chez Gallimard. Donc j'étais persuadé que j'arriverais à le faire parce que c'était un roman formidable. Et j'y suis pas arrivé. La question, il a fallu que je me pose la question de pourquoi. Voilà, pourquoi j'arrive pas à faire ce deuxième film, qui est souvent le plus dur, je crois. Parce que le premier, il y a cette espèce d'énergie, de folie où on ne se pose pas de questions. Puis le deuxième, bah forcément, souvent, il y en a pas mal qui se ramassent parce que bah, le deuxième, on essaie de refaire comme le premier, mais on ne retrouve pas la fraîcheur, et cetera. Donc le deuxième, je confirme, est dur à faire et donc il a fallu que j'ai pris sur moi. Puis après, j'ai eu des événements, voilà, familiaux, qui m'ont aussi un peu affecté, mais donc dans lesquels on fait un peu de surplace,
J'ai quand même beaucoup travaillé, j'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup lu, j'ai 3 scénarios qui sont prêts. Donc j'ai pas rien fait, c'est juste, la frustration d'arriver à un endroit. J'ai eu un film avec Gérard Depardieu, Magimel, je veux dire que j'étais certain de faire et qui a été arrêté en pleine préparation. Bon, donc mais ce film, je l'ai fait, hein. Dans ma tête, il était là quand même. Donc il y avait pas le terrain, mais j'ai quand même fait plusieurs films sans en faire. Donc voilà, puis après j'ai travaillé dans d'autres domaines. J'ai eu la chance de travailler, avec le musicien Prince, paix à son âme, qui était un génie et qui était un peu mon idole en tant que musicien. C'était une chance incroyable, ça a un peu changé ma vie de travailler avec ce grand musicien. Donc voilà, c'était pas dans le cinéma, mais par exemple, c'est quelque chose, moi, d'avoir travaillé avec Prince, c'est quelque chose qui a bouleversé ma vie. Donc ça m'a nourri, voilà. Et l'attente, je vous cache pas que quand il a fallu tourner le deuxième, j'ai eu un peu peur. Voilà. J'ai eu un peu peur parce que je me suis rendu compte que j'avais plus 30 ans et que, mais à mes 30 ans, quand moi, je réfléchissais pas et que malheureusement, à 45, je réfléchissais un peu plus. Voilà. Donc, il faut faire attention à pas trop réfléchir quand même. Elle m'est venue un peu, j'ai envie de dire, dans une année noire. Donc c'est un film noir, hein, je ne vais rien spoiler. C'est pas un thriller, c'est pas un polar, c'est un film noir en ce sens où il s'attache à des marginaux et il nous les raconte tels qu'ils sont sans les juger. Voilà. Donc, comme Dashiell Hammett, enfin, c'est la base du film noir des années 50, etc. Il m'est venu, en fait, bah, tout simplement et tout bonnement, quand mon père est mort et j'arrivais pas à dormir la nuit. Voilà. Parce qu'en l'occurrence, il est mort dans mes bras. Bon, je vais pas raconter ma vie, mais bon, et c'est moi qui ai fermé ses yeux. Donc, ça donne une grande force, mais on prend quand même derrière. Voilà. Et donc, j'ai pas dormi. Les nuits, je dormais pas, donc je suis sorti. Et j'ai arpenté les nuits parisiennes d'une manière un peu différente, pas forcément festive en fait. Un peu triste et en même temps, je noyais mon chagrin dans la nuit, qui est quand même fascinante. Et j'ai croisé ces personnages. Voilà, et je les ai vus et je les ai rencontrés, je leur ai parlé. Et un peu à la manière d'un Scorsese qui est fasciné par les gangsters, sans pour autant en être, ils m'ont un peu fasciné. Voilà, parce que j'ai trouvé qu'ils racontaient notre époque et j'avais envie de dire que ces personnages n'étaient pas. Ils sont certes marginaux, mais ils existent parce que la société les a créés. Voilà. Donc le point de départ, ça a été ça, et certainement aussi d'expulser cette part un peu noire, quoi, qui est en moi, où j'ai envie de dire que j'aurais pu être moi, j'aurais pu être n'importe quel des personnages. Si j'avais été un peu trop borderline dans ma vie, j'aurais pu être n'importe lequel. Voilà. Donc c'est pour ça que je les aime beaucoup. Après, bon, bah, c'est pas des exemples. Je les ai vus héros d'un monde en perdition, quoi. Donc, oui, oui, bien sûr, j'ai vu cette femme, cette jeune femme. D'ailleurs, j'ai pris des rendez-vous avec des jeunes étudiantes. Je ne suis pas allé au bout, hein, je précise, mais qui se prostituaient pour essayer de voir. Donc, j'ai rencontré et j'ai trouvé que c'était le dealer de cocaïne. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Moi, je ne vais pas me cacher derrière un arbre. Il faut raconter la vie telle qu'elle est. Aujourd'hui, la cocaïne, tout le monde en prend. Voilà. Donc, à un moment, ce dealer, tel que je le montre, il va dans tous les appartements de Paris parce que c'est la réalité. Voilà. Donc, c'est le héros de beaucoup de Parisiens et de Parisiennes, je vous rassure. C'est-à-dire qu'il attendent à 10h30 pour faire la soirée. Donc, il est le héros de beaucoup de soirées. Et croyez-moi, dans les soirées, quand on voit la queue aux toilettes, on sait qu'ils sont là. Voilà. Et donc, il ne faut pas être hypocrite. Il y a 30 ans, 20 ans, moi, quand j'avais 15 ans, il y avait de l'herbe. La cocaïne était un produit du show business. Aujourd'hui, malheureusement, elle est devenue un produit très, très, très accessible, beaucoup trop accessible, très dangereux, évidemment, mais qui est un produit social, qui réunit les gens. Et donc, ce dealer, j'ai trouvé héros dans ce sens où il fait le lien avec n'importe quelle couche sociale de la vie parisienne.
Certes, c'est cher la cocaïne, mais si on s'y met à 3-4, c'est moins cher. Donc, on peut avoir un trader qui en achète, une petite étudiante et en fait, n'importe qui. Voilà. Et en plus, bon, le comble, on ne va pas parler de ça, mais le comble, c'est qu'évidemment, tout le monde se cache pour en prendre. Donc, c'est un produit qui implique quelque chose de pas franc. Voilà, on se cache. Moi, je préférerais que les gens en prennent devant tout le monde. Au moins, ce serait clair. Mais non, on se cache pour le faire. Donc, j'aime beaucoup cette idée de ce personnage qui, en fait, fournit tout le monde, à qui, voilà, on ne veut pas le voir, mais en même temps, on veut le voir. Et en même temps, personne ne se montre quand ils le font. Et le trader, suite à la crise de 2009, le trader est passé du héros un peu au méchant, alors que dans les années 80, c'était Wall Street de Oliver Stone. Et tout le monde trouvait que la finance, c'était génial. Aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment plus la finance, on va dire, et suite à cette crise, qui ont vraiment la dent dure contre lui. Mais le trader est ce personnage solitaire qui est un peu tout puissant sur son argent. Et j'ai voulu aussi le revisiter. Donc, c'est des héros. Je pense que celui qui est le plus triste, à mon avis, c'est le trader, il me semble, qui est le plus seul finalement. Mais oui, je les voulais les montrer comme des héros. Je ne voulais surtout pas les juger. Je ne voulais surtout pas dire que ce qu'ils font, c'est mal. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont très mauvaises dans la vie, qui sont au coin de la rue, qui sont à la télé, qui sont où on veut, sur lesquelles on ne dit rien. Donc, je ne vais pas m'amuser à juger des gens qui font ça. Mais pour revenir sur l'étudiante, ce qui, moi, m'a intéressé, parce qu'il y a eu notamment un film d'Emmanuel Berco qui a été fait, un téléfilm pour Canal+, d'après un livre qui s'appelait Mes chères études, qu'à l'époque, j'avais optionné. J'avais déjà commencé à travailler dessus. Et ce qui m'intéressait beaucoup moins dans Mes chères études, c'est que la fille qui faisait ça, elle faisait ça parce qu'elle avait besoin d'argent. Parce que si c'est Cosette qui a besoin d'argent pour payer son sandwich, on va dire la pauvre, elle se prostitue. Dans ces cas-là, ce n'est pas très intéressant. Si par contre, elle est dans le monde d'aujourd'hui où elle est jolie et il y a Internet et d'un seul coup, elle va gagner 300-400 € pour coucher avec un homme qu'elle a choisi, moi, je ne juge pas ça. Voilà. Et moi, j'en ai rencontré, et j'ai rencontré, mais vraiment, j'ai rencontré celle de mon film. C'était une nana qui me dit, voilà, moi, un jour, j'étais comme ça dans un bar, machin, il y avait un mec qui me plaisait, et il est venu, il m'a dragué, machin, et je ne sais pas pourquoi, à un moment, c'est sorti, je lui ai dit, c'est 300 pour voir, parce que ça m'a fait marrer. Et il y avait aussi l'espèce de goût d'expérience de quelqu'un qui vous paye. Voilà, et elle l'a fait. Et comment dire, je crois qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus prostitués que cette jeune fille et qui sont payés pour officiellement. Voilà. Et je ne donnerai pas de nom. Évidemment, il y a une notion de pouvoir, il y a une notion de plaisir, de gérer son plaisir. Il me semble que c'est très contemporain, très moderne. Et c'est la fille du coin de la rue, enfin, même si elle est jolie, évidemment, mais ce n'est pas Hervé Atzigova. C'est pas non plus la nana, malheureusement, qu'on pouvait voir au bois de Vincennes dans sa caravane. Donc, c'est une jolie fille étudiante, un peu très jolie, mais en même temps qui passe un peu partout. Et il y a quelque chose de pouvoir, comme le dealer, hein. D'ailleurs, ils se le disent dans le film. À un moment, elle lui dit, ça te fait quoi, cette notion, ce pouvoir que tu as sur les gens. Et elle lui dit ça au dealer parce qu'en effet, tout le monde l'attend comme le Messie. Et il répond tout simplement, c'est une des répliques que je préfère des films, il lui répond, face au produit, c'est tous les mêmes. C'est méchant, je reconnais, mais ce n'était pas fait pour être gentil. Et c'est la réalité. Donc, en effet, ils ont un pouvoir. Et le trader, à sa manière, avec son argent, pense avoir un pouvoir sur cette jeune fille. Sauf qu'en fait, ils se trompent tous. Voilà. Et ils ne se disent pas vraiment la vérité. Et c'est un peu aussi le creux de ce qu'on peut trouver dans la nuit. C'est à la fois ce qui est fascinant et un peu de creux, c'est qu'on rencontre des gens, mais si vous les voyez le jour, ce ne sont plus les mêmes. Et ils ne vous disent plus les mêmes choses. Donc c'est pour ça que c'est un film très, très nuiteux d'ailleurs, hein, qu'on a tourné en un peu moins de 5 semaines. On a tourné quasiment que des nuits, de 8 à 6 heures du matin. Notamment parce qu'aussi on avait un budget serré, parce que c'est un sujet qui, je ne vous cache pas, a plutôt fait peur. Voilà. On m'a demandé dans les financements qu'est-ce que je pensais de tout ça et pourquoi je leur ai répondu, moi je vous montre. Voilà. Mais je leur ai surtout répondu, qu'est-ce que vous en pensez? Moi
moi, j'ai un producteur très courageux, Julien Madon, qui, en fait, on a plusieurs films en projet et on en a un que j'espère on fera après, là, qui est un projet qui me tient extrêmement à cœur, vous allez comprendre, puisque ce sont les derniers instants d'un fils avec son père, les dernières semaines avant qu'il meure, où il essaye de renouer les liens qu'il a perdus. Donc, bon, voilà, c'était un film très personnel. Tous mes films sont personnels, hein, mais celui-là, je vais dire, est très intime. Voilà. Donc, c'est un projet qu'on a avec Julien, auquel on croit beaucoup, voilà, qui est un film, je pense, avec un sujet très universel, mais qui prenait du temps. Et un jour, je lui ai sorti ce scénario, je lui ai dit, écoute, voilà, moi, j'ai ce film un peu transversal, un peu rock'n'roll, un peu machin, qui me plaît beaucoup, mais bon. Et il l'a lu et ça lui a plu beaucoup. Et il est parti en financement et il s'est cassé les dents sur le financement parce que, en effet, oui, mais la coke, c'est pas bien. Il faut qu'il y ait une morale. Et elle, c'est se prostitue, il faut qu'il lui arrive quelque chose. Je disais, mais non, parce que si autrement je juge, je mets une morale. Et donc, en fait, Julien a décidé de le produire avec ses propres fonds. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est très, très, très rare, voire unique, de trouver un producteur qui met de sa poche, à risque, à 100%. Voilà, c'est ce qu'a fait Julien. Et là-dessus, je serai toujours reconnaissant parce que je pense qu'autrement, le film ne se serait jamais fait. Donc, il a décidé, parce que c'est un producteur qui fait d'autres films, notamment celui de Samuel Benchetrit, qui sera au festival. Voilà. Donc, il fait des films de Frédéric Tellier dans le système avec de l'argent. Et donc, il crée une trésorerie. Et dans cette trésorerie, il a puisé pour faire un film qui est le mien, qui est un film compliqué à monter. Et c'est un peu, je dirais, une démarche à l'ancienne des producteurs avant que la télé ne soit le décisionnaire des films que l'on voit. Il y avait des producteurs qui tapaient dans leur caisse pour faire des films. Donc, c'est comme ça que Julien a monté le film. Et si tout va bien, il rentrera dans ses frais, ce que je le souhaite. Casse-tête, hein. Euh, Casse-tête, parce que bon, on a toujours, j'ai envie de dire, l'avantage quand on a peu d'argent, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut. Si demain j'ai 15 millions d'euros, ce que je me souhaite, j'aurai pas beaucoup de choix d'acteurs. Voilà. J'aurai voir aucun choix. Il faudra prendre dans les trois qu'il faut, on les connaît. Et ils sont très bons d'ailleurs, mais si vous disent non, on est mal. Quand on a la somme que j'ai, ah, bon, déjà, les gros acteurs, en général, c'est plus compliqué de les faire venir parce que, voilà. Mais surtout, on peut avoir la liberté de choix. Donc, évidemment, l'intérêt d'avoir trois personnes inconnues, entre guillemets, parce qu'il y a quand même, donc on va en parler dedans, un des fils d'Alain Delon. Moi, je suis un des fils Lanzmann, donc je sais ce que c'est. Il n'empêche qu'il n'est pas connu. Il y a Redouane Arjan qui fait du stand-up, du one-man, qui est un peu connu, mais qui n'est pas une star. Et puis il y a Lola, qui est un inconnu absolu, que moi j'ai trouvé, j'ai vu sans fille, Lola Aubrière. Donc moi, l'idée, c'était d'avoir des têtes qu'on ne connaisse pas pour pouvoir s'identifier, ce qui est la base de tout film. On a envie de s'identifier, que tout le monde s'identifie. Et après, l'idée, on va dire politique, parce qu'évidemment que le film a un aspect politique, c'est que le dealer, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il se serait appelé Karim ou Hicham ou Nasser, il serait venu de la banlieue. Et le trader, il se serait appelé Alain, il aurait été bien beau avec ses yeux bleus, et ça aurait été Delon. Et moi, évidemment, j'ai cassé le code. C'est-à-dire que le trader, c'est l'Algérien, et le dealer, c'est le petit blanc. Voilà. Parce qu'en fait, c'est ça le film. C'est-à-dire que. Et d'ailleurs, le trader s'appelle Romain. Hein. Redouane s'appelle Romain dans le film. Il ne s'appelle pas Hicham. C'est un choix qu'on a fait avec Redouane, où je lui ai dit, mais tu sais, Redouane, tu n'es pas. Tu es trader. Donc, tu incarnes une fonction. Donc, je lui dis, pour moi, tu n'es ni marocain, ni algérien, ni rebeu, ni feuge. Il me dit, bah, à ce moment-là, pourquoi on ne l'appelle pas François? Bah, je lui ai dit, bah, d'accord, on va l'appeler Romain. Voilà. Et donc, en fait, il fallait casser ça parce que parce que c'est la réalité aussi. C'est-à-dire que oui, aujourd'hui, heureusement, des traders, il y en a plein qui viennent du Maroc, heureusement, et des dealers, bah, il y en a plein qui sont des petits blancs qui viennent peut-être certes de banlieue, mais qui n'ont pas la gueule de l'emploi. Et ça, moi, vous imaginez bien que si dans mon film, le dealer avait été arabe, je serais passé pour quoi, moi? Je veux dire, il faut être intelligent à un moment. Donc, je n'allais pas passer pour un con.
et montrer un arabe qui vend de la coke. Je veux dire, je ne vais pas citer d'autres films, mais je ne suis pas là pour enfoncer les portes ouvertes, quoi. Donc, à un moment, non. Donc, le dealer est un blanc, bon sur tout rapport, et le trader il s'appelle Romain parce que je m'étais imaginé que son père était diplomate et qu'il l'avait appelé Romain en hommage à Romain Gary. Voilà. Donc, pour moi, le personnage de Redouane avait dans ses gènes même Romain Gary. Donc, il s'agissait de casser le code. De même que la prostituée n'en a pas l'air. Toute l'idée du film, elle est de rendre quelque chose qui aurait dû être spectaculaire, non spectaculaire. Voilà. Et de banaliser quelque chose qui ne devrait pas l'être, mais que la société l'a rendu. Parce qu'en effet, il y a 20 ans, moi, je me souviens, le dealer, c'était quelqu'un de dangereux, qui avait une arme. La prostituée, bah, c'était la prostituée, voilà. Et bien aujourd'hui, non. Voilà. Et le monde d'aujourd'hui est ainsi. Et les réseaux sociaux, l'Internet, parce qu'en effet, sans Internet, il n'y aurait pas ces jeunes filles qui, par ailleurs, je pense, prennent beaucoup moins de risques en le faisant comme ça, en choisissant leur mec. Moi, pour l'anecdote, Lola Aubrière, quand je l'ai choisi pour le film, je lui ai dit, fais-toi un compte sur un site de prostitution et fais un rendez-vous avec un mec pour voir. Donc, elle a mis sa photo, elle a changé de nom, et il y a des mecs qui sont venus lui proposer des rendez-vous, et elle a fait comme mon personnage, elle a choisi un mec. Un mec qui lui plaisait. Parce que c'est ce que font ces filles. Hein. Donc, on était au Lutetia, donc il y avait la maquilleuse, on était tous planqués pour être sûr qu'il lui arrive pas un problème quand même, parce que bon, et j'avais dit à Lola, évidemment, bon, je te demande pas d'aller coucher, après si tu as envie, tu fais ce que tu veux, mais l'idée, c'était pas d'aller coucher. L'idée, c'était, je lui avais dit, si tu fais ça, tu vas pouvoir ressentir ce que ton personnage ressent. Et bien, quand le rendez-vous s'est fini, où elle lui a dit, bon, moi, je couche jamais la première fois, bon, la deuxième, elle m'a dit, le dialogue, c'est exactement ce que tu as écrit. Le mec que j'ai eu en face de moi est exactement celui que tu as écrit dans le film. Donc voilà. Donc, donc on y est. Et ils ne sont pas là pour plaire, mais ils existent et j'y suis attaché parce que c'est la société qui les a créés. Et s'il n'y avait personne pour appeler des jeunes étudiantes et coucher avec elles et personne pour prendre de la cocaïne, eh ben, ils n'existeraient pas. Là, je travaille sur un roman d'un auteur qui s'appelle, vous connaissez peut-être Emmanuel Dongala, je ne sais pas si vous connaissez, qui est congolais. Donc, bah, pour moi, c'est l'ouverture. Voilà, je pense que et c'est une des grandes qualités, évidemment, et d'originalité de ce festival, c'est d'ouvrir des portes. Et bon, le festival de Cannes le fait aussi, d'autres, mais là, d'avoir ça comme on va dire, comme thème principal, parce que c'est comme ça qui a fait que Angoulême est devenu Angoulême, même si après, il y a aussi. Bon, il y a quand même, moi, ce que je trouve extraordinaire dans le festival, c'est qu'il n'y a que des films francophones. Voilà. Ce qui est quand même la particularité. Et c'est pour ça que moi, je suis très, très heureux d'y être. Euh, Évidemment, parce que je pense qu'en termes de visibilité, de contact, il y a quelque chose qui se fait, qui est immédiat. Festival de Cannes, c'est formidable. Moi, je vous dis tout de suite, je ne l'avais pas envoyé à Cannes, mon film, cette année, donc je n'ai pas de regrets. Je ne sais même pas si j'aurais été pris. Voilà. J'avais pris le parti de ne pas l'envoyer. Mais bon, Cannes, c'est formidable. On est dans le monde. Mais là, on est. Je pense que. Et j'ai été une fois avec Julien, d'ailleurs, j'ai été une fois dans votre festival. Et il y a une promiscuité. Julien, il m'avait emmené quand il avait le film Asphalt. Voilà, mais il m'avait invité, c'était à l'époque où on s'était rencontrés. Quand je parlais de Cannes, parce que bon, je parle de Cannes, ça vient de finir, puis c'est quand même un festival français, puis c'est un festival exceptionnel. Mais c'est vrai que euh, euh, à Cannes, on vit, on peut vivre, on peut mourir. Hein. Il y a des films qui sont morts-nés là-bas, hein, d'ailleurs, hein, par ailleurs, complètement, pour qui ça a été très dur. Mais cette espèce de rampe de lancement populaire qu'à Angoulême, où il y a un public qui est vraiment celui des salles. Moi, j'adore le Festival de Cannes et j'y suis il y a 15 ans, je n'y suis pas allé cette année parce que je l'avais pas, voilà, j'avais pas envoyé mon film. Et puis, il se trouve que là, j'étais en plein tournage. Mais on a un public très cinéphile, qui peut être très dur. Enfin bon. Et à Angoulême, c'est pas qu'il n'est pas dur, c'est que je pense qu'il reflète plus celui qu'on retrouve dans le box-office, c'est-à-dire
Bah, moi, de toute façon, je pense que le cinéma français, et je le dis vraiment avec émotion, et le public français est le meilleur du monde. Voilà. Je vous dis franchement, quand on voit le palmarès de Cannes cette année, quand on voit en général ce qui se passe, on a un cinéma qui a une vitalité exceptionnelle grâce au CNC, grâce à un système vertueux qui fait qu'on est un tout petit pays qui sort des cinéastes incroyables chaque année, des films fabuleux où on concurrence le monde entier. Le cinéma américain est mort à cause des studios Marvel et compagnie qui ont tué tous les auteurs. Il n'y a plus personne qui sort des États-Unis. On a eu No Man's Land, mais enfin, c'est un film par an. Avant, on avait des cinéastes incroyables. Les studios n'ont plus le courage de produire. Même Scorsese est produit par Netflix. On croit rêver. Avec DiCaprio, quand même, il ne faut pas déconner. Donc, à un moment, si DiCaprio et Scorsese ne sont pas produits par Hollywood, qu'est-ce qui se passe? Bon, et en France, on a ce truc. Moi, quand je me souviens à l'époque, quand sort Elephant, le chef-d'œuvre de Gus Van Sant, que j'avais vu 3 fois d'affilée, j'étais resté dans la salle. Elephant fait 1 million d'entrées en France. C'est quand même un film d'1h12 qui est un film d'auteur conceptuel. Quel public au monde donnerait 1 million d'entrées à un film comme Elephant? Personne. Donc, je pense que le cinéma français et le public français, et je crois énormément, je ne pense pas du tout que la salle disparaîtra, parce que je crois que le public français aime la salle. Le cinéma a été inventé en France, c'est à nous, voilà. Comme le blues est aux Africains et aux Américains, le cinéma vient de la France et il restera et il perdurera, quel que soit les changements, voilà, Netflix, etc. C'est très bien, hein, moi, j'ai rien contre. Mais je pense que quand on voit le public français, comment il se déplace, et le cinéma qu'on propose, et le Festival d'Angoulême en est la preuve, voilà, c'est qu'on est, on est dans un pays où on aime la salle, on aime le contact. Et franchement, moi, je suis toujours ému de voir, notamment, bon, j'ai pas vu le film de Titane encore, mais bon, voilà, c'est quand même, c'est pas rien, quoi. Enfin, on est quand même un tout petit pays et on a on a des films incroyables qui sortent chaque année, quoi. Le cinéma, enfin, le cercle vertueux, l'exception culturelle, quoi. C'est pas une blague, quoi. C'est quand même quelque chose. Les droits d'auteur, enfin voilà, on est plus bien placé. On vit grâce à ça. Macron, on en dit ce qu'il veut, mais bon, les intermittents, il les a plongés pendant 2 ans. Bon, alors oui, il sait que s'il n'y a plus d'intermittents, la France s'écroule parce que l'art et la culture, c'est une manne financière exceptionnelle, mais je pense que ça va plus loin que ça, moi. Je crois que c'est vraiment dans nos gènes et je pense que la France est un pays de culture et le restera. Et donc, on aura des festivals comme le vôtre on a le festival de Clermont-Ferrand, on a le festival de la BD à Angoulême, quand même. Je suis très, très, très content. Ça, franchement, j'avais dit à Julien Madon, et je vous le dis, c'est la vérité, parce que quand on était, pour revenir, on terminera là-dessus, quand on était au mois d'octobre, novembre, là, quand tout a refermé, bon, on ne va pas se cacher la face, on était un peu quand même, c'était un peu le blues. Et moi, mon film, ayant été fait, comme vous le savez, dans des conditions quand même totalement en dehors enfin, pas en dehors du système, parce qu'il y a Julien, mais bon, voilà, avec un casting qui n'est pas fait de stars, enfin bref, il y a eu un peu cette peur de rester dans les tiroirs. Enfin, je veux dire, il y a pas mal de films qui n'arrivent pas à sortir ou de se retrouver directement sur les plateformes alors que ce n'était pas prévu pour. Parce que bon, si demain, moi, je fais un film pour la plateforme, il n'y a pas de problème. Et à partir du moment où j'ai pris mon film pour la salle, c'est pas pareil. Et donc, j'avais décidé d'envoyer le film dans des festivals à l'étranger, où le film a très bien marché. J'ai eu des grands prix à Los Angeles, à New York, etc. Mais de ce fait, le film ne pouvait pas aller à Cannes, parce que c'est l'exclusivité. Et donc, j'avais dit à Julien Madon, voilà, moi, mon festival de Cannes, c'est Angoulême. Voilà. Donc, j'avais dit à Julien, il faut qu'on soit à Angoulême. Je ne sais pas comment, mais j'espère qu'on le sera parce que c'est le festival qui, à mon avis, sera le meilleur pour nous, où on aura la meilleure visibilité et on sera le mieux reçu et on aura la meilleure place, voilà, par rapport à un festival comme Cannes où je pense qu'on aurait peut-être été noyé. Et donc, je suis plus qu'heureux. C'était mon souhait d'être chez vous.